216 coups de couteau. C'est le nombre qu'il faudra pour que cette histoire s'arrête. Pas dans un moment de folie qui dure quelques secondes, pas dans un accident qui dérape, mais dans quelque chose de long, de répété, d'insistant, presque méthodique. Et pourtant, le plus inquiétant n'est pas là. Parce que bien avant ça, bien avant la violence, il y a autre chose qui s'installe. Quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus difficile à repérer. Une relation qui commence normalement, sans alerte particulière, avec quelqu'un de brillant, sûr de lui, quasiment irréprochable. Puis, sans qu'on sache vraiment quand, ni comment. Il y a un premier décalage. Une remarque, une critique, et ça revient encore et encore, jusqu'au moment où la question change de place. Ce n'est plus « qu'est-ce qu'il a fait ?», c'est « qu'est-ce que j'ai fait ?» Et à partir de là, tout bascule. Parce que quand quelqu'un arrive à te faire douter toi-même de cette façon, il n'a plus vraiment de limite. Il est 4h du matin. Je viens d'enchaîner les tequilas à l'anniversaire d'un ami. Comme il a 30 ans, j'en bois 30. Petite soirée. Sauf que je décide de rentrer en voiture. Évidemment, le cerveau a déjà décidé de se coucher. Et je provoque un accident mortel pour les 3 personnes dans le véhicule qui venaient en face de moi. Je suis coupable et je vais en prison, y a pas de débat. Mais je suis pas condamné à la hauteur d'un meurtrier, parce que j'avais pas l'intention de tuer. Par contre, si je prends un couteau et que je décide de te le planter 30 fois dans le buffet, là je prends beaucoup plus de temps à l'ombre parce que j'avais l'intention de te tuer. Bon, expliqué comme ça paraît simple, mais pas en Nouvelle-Zélande. En 2008, il existe quelque chose qui s'appelle la défense de provocation en droit néo-zélandais. En fait, c'est une forme de circonstance atténuante, c'est une défense partielle. Elle ne permet pas d'acquitter un accusé de meurtre, mais elle peut réduire la charge qui pèse sur lui à un simple homicide involontaire. La différence entre un homicide volontaire, le meurtre, et un homicide involontaire, c'est l'intention justement. Si l'homicide est involontaire, il n'y a donc pas eu l'intention de tuer. Et tu sais à quand remonte ce principe? Au droit anglo-saxon médiéval, c'est dire s'il n'a pas été mis à jour récemment. En gros, ça dit que si la victime a dit ou fait quelque chose d'assez grave pour faire perdre tout contrôle à un homme ordinaire, le jury peut en tenir compte et alléger sa peine. Le fameux « elle l'a un peu cherché quand même ». Et comme je te le disais, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de mises à jour. En 1961, c'est la dernière fois que ça a un peu bougé, et depuis, personne n'y touche. Pourtant, depuis 2001, la commission de droit néo-zélandaise émet des réserves à propos de cette loi. Elle le fait dans un rapport consacré aux victimes de violences conjugales. Elle estime que cette défense est fondamentalement viciée. Notamment parce qu'elle récompense la perte de contrôle au lieu de la sanctionner. Tout ça en plaçant la responsabilité du meurtre sur les épaules de la personne qui a été tuée. À ce compte-là, fallait juste éviter de mourir. Finalement, en 2004, le gouvernement décide qu'il faut trancher et demande à la commission d'approfondir certaines questions. Elle remet donc un second rapport en 2007 et il est encore plus catégorique. Il stipule que la défense de provocation doit disparaître. Seulement, le Parlement ne bouge toujours pas. La chose est bien ancrée dans le système, elle est complexe et surtout, disons-le franchement, considérée comme peu urgente. Mais ça va bouger. Le problème, c'est que c'est à cause de l'affaire dont je vais te parler. Pour comprendre comment on en est arrivé à ce changement inespéré, faut remonter à un soir de juin 2007. Plus précisément au moment où une jeune femme, qui vient tout juste de fêter ses 22 ans, prend une décision a priori anodine, celle d'accepter une invitation à dîner. Elle s'appelle Sophie Elliott, et celui qui la drague, c'est Clayton Weatherston, l'un de ses chargés de cours à l'université d'Otago. Il a 31 ans et enseigne l'économie à la faculté dans laquelle elle étudie. L'homme a un parcours quasi exemplaire. Clayton était un enfant anxieux que chaque changement déstabilisait. Mais dès l'âge de 6 ans, il lit le journal et se décrit lui-même comme un gros poisson dans une petite mare. Jusque-là, on peut penser que c'est peut-être juste un enfant malin qui commence à prendre le melon. Sauf que Clayton prouve qu'il dit vrai dans les années suivantes. Il quitte son lycée major de promotion, avec des résultats inédits dans l'établissement, et devient obsédé par l'idée d'être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Une fois étudiant à l'université d'Otago, Clayton accumule 24 mentions A+, sur 25 cours possibles en commerce. La seule note un peu moins bonne qu'il obtient est un A. Pourtant, cet échec relatif l'ulcère au point de devenir le défaut qui définit son parcours académique. Alors que moi, j'étais déjà content d'avoir trouvé la salle. Après ça, Clayton affirme avoir reçu des offres de financement de Harvard et Princeton, mais il dit les avoir refusées. Il a préféré quitter Dundee pour un poste au Trésor de Nouvelle-Zélande, à Wellington. Seulement, là-bas, ça se complique, parce qu'il tombe malade. Clayton contracte une mononucléose. Au bout d'à peine 9 mois, il décide de rentrer vivre dans sa ville d'origine. Par contre, ce qu'il évite volontairement de mentionner, c'est qu'il était pas très apprécié au Trésor. Du coup, personne n'a été mécontent de le voir partir.
À ce stade, il est déjà facile de conclure que Clayton est plus doué pour faire des études que pour tisser des liens sociaux. Et ça va pas aller en s'arrangeant. En 2003, il entame une psychothérapie en lien avec ses soucis d'anxiété et reprend le Prozac qu'il avait commencé pour la première fois en 1998. Le Prozac, c'est un antidépresseur. D'ailleurs, il continue à suivre son traitement antidépresseur au cours des années suivantes. Parallèlement, il opère un retour aux sources. Il réintègre l'université d'Otago où il décroche un poste de chargé de cours à temps partiel tout en préparant une thèse. Clayton est brillant et quitte à faire de l'arrogance une religion, il veut que tout le monde le sache. Résultat, à la faculté, c'est comme au trésor. Il a des relations désastreuses avec ses collègues de boulot. Il accuse successivement 2 d'entre eux de s'être approprié ses idées et réussit l'exploit à se mettre à dos la plupart de ceux qui l'entourent. Après, on a tous eu un collègue qui te donne envie de taper sur Google « Comment faire disparaître un corps ». C'est donc dans ce contexte qu'il invite Sophie Elliott à dîner en juin 2007. Elle est sur le point de décrocher sa licence en économie et un poste l'attend au Trésor de Nouvelle-Zélande à Wellington, l'endroit même où Clayton a travaillé. Elle doit prendre ses fonctions en janvier 2008. Sophie sort tout juste d'une longue relation, globalement saine, avec quelqu'un de son âge. Elle est pas naïve, elle a de l'expérience, elle sait ce qu'elle veut, et elle n'a pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds. C'est une jeune femme qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense en face. Elle se bat pour elle-même, et elle n'a pas besoin qu'on lui dicte quoi penser ou quoi faire. Quand Sophie commence à fréquenter Clayton, c'est d'ailleurs elle qui insiste pour qu'ils déclarent leur relation à l'université, comme le protocole l'exige. Par la suite, le département s'assure que le professeur ne note plus directement les examens de sa petite amie. Mais il enseigne toujours dans son département et garde une influence sur son évaluation. Quand ils apprennent qu'il sort avec Sophie, les collègues de Clayton trouvent une fois encore son comportement problématique. De leur point de vue, se mettre en couple avec une étudiante à qui l'on enseigne peut avoir des conséquences, et ils ne semblent clairement pas les avoir mesurées. Sauf que sur le papier, tout est en règle, donc personne ne peut rien dire. Finalement, Clayton soumet sa thèse à la hâte, au cours de l'année 2007, à une date précise qui lui permet de toucher une bourse de 5000 $. Simplement, il est peut-être allé un peu trop vite justement, et son superviseur la trouve très en dessous du niveau attendu, et rédige un long rapport listant ses lacunes. Une fois les corrections faites, Clayton demande à ce que sa thèse soit placée sur la liste des thèses exemplaires du doyen, mais sa demande est refusée. Il obtient donc bel et bien son doctorat, mais sans le triomphe qu'il s'était imaginé. Et quand il demande à son superviseur si sa relation avec Sophie va nuire à ses chances d'obtenir un poste permanent dans le département, la réponse est directe. Non, ça n'aura aucun impact, parce qu'avec ou sans elle, il n'aura de toute façon aucun emploi à l'université. Eh oui, au final, c'est lui le collègue qu'on évite à la machine à café. Et c'est pas que dans le cadre professionnel qu'il est incorrect. Dès la 3e semaine de sa relation avec Clayton, Sophie ressent le besoin de se confier à sa mère, Leslie, quand elle rentre chez elle. En fait, c'est un peu la seule personne à qui elle peut le faire. Son père, Gilles, travaille à 200 km de là, à l'hôpital de Clyde. Quant à ses 2 frères, ils ont quitté la maison familiale depuis un moment. La maman et sa fille se tiennent donc souvent compagnie, et elles sont très proches. Généralement, Leslie est la première à entendre ce que Sophie ne dit à personne d'autre. Or, ce qu'elle lui raconte sur Clayton n'a pas grand-chose de positif. Et il est vrai que quand elle le voit, Leslie a l'impression qu'il y a quelque chose de pas net chez cet homme, sans pouvoir réellement mettre le doigt dessus. Elle ne voit pas encore l'abus dont Sophie est victime. Personne ne le voit. Pourtant, il est déjà bien réel. Au cours de sa relation avec Sophie, Clayton ne la frappe pas. Oui, je sais, c'est pas courant sur cette chaîne. Ce qu'il fait est plus difficile à qualifier. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne si bien. Il commence d'abord par lui dire sans aucune délicatesse qu'elle est grosse. Que ce soit réel ou non, c'est un comportement absolument nauséabond, qui n'a que pour unique but d'effriter la confiance de la jeune femme. Et puis bon, en plus d'être très soigneuse de son apparence, Sophie a un poids tout à fait normal. Pour voir le contraire, faut s'envoyer quelques champignons. Pourtant, quand elle rentre chez elle, elle dit bel et bien à sa mère que si elle perdait quelques kilos, Clayton ne lui ferait plus de commentaires désobligeants. Ça y est, le mécanisme d'emprise est en place. Sophie se fait régulièrement humilier, mais elle considère que c'est de sa faute. Quand elle entend ça, Leslie essaie évidemment de lui ouvrir les yeux, en lui disant qu'elle n'a pas besoin de perdre du poids. Seulement, sa fille ne la croit qu'à moitié. Pour elle, celui qui dit la vérité sans détour, c'est forcément Clayton. C'est à lui qu'elle doit plaire. C'est son regard qui compte. Ce changement est dû au fait que son compagnon a toujours une longueur d'avance sur ceux qui l'entourent. Pour Sophie, il est à la fois l'homme qui fixe le standard et l'homme qui lui dit si elle l'atteint ou pas. Quand la jeune femme pose une question durant les cours de Clayton,
Il lui répond qu'elle est vraiment nulle si elle ne voit pas ça toute seule. Heureusement que mes profs faisaient pas ça. J'ai échappé belle. Sophie a toujours excellé dans ses études d'économie, et elle est très loin d'être bête. Mais à chaque fois qu'elle met un pied dans la classe de Clayton, elle est en premier lieu son étudiante. Toute sa vie, elle a été conditionnée de sorte à faire confiance à ses enseignants, à supposer qu'ils ont raison quand ils parlent. Donc Sophie interprète la dureté et l'autorité comme une forme de rigueur. Une chose que Clayton exploite sans jamais avoir à s'en justifier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qu'il raconte au sujet de la jeune femme en dehors de leur relation est particulièrement parlant. Il dit à ses proches qu'il est trop bien pour elle, qu'elle a une chance considérable qu'il daigne la fréquenter. Là, je crois que le mot chance a pris cher. Le pire, c'est qu'avec Sophie, Clayton n'est pas plus modeste. Il n'hésite pas à lui balancer qu'elle est bien trop chanceuse d'être avec quelqu'un qui lui est à ce point supérieur. Une amie qui travaille avec elle à mi-temps dans un centre de traitement photo remarque qu'au fil des mois, elle devient de moins en moins sûre d'elle. Sophie s'inquiète concernant son apparence physique et commence à douter de sa personne d'une façon qui ne lui ressemble pas du tout. En parlant avec ses copines, elle essaie bien de mettre des mots là-dessus, mais à ce moment-là, c'est déjà plus fort qu'elle. Elle trouve continuellement des excuses à Clayton. Il a dit ci ou ça parce qu'il est stressé, traverse une période difficile à cause de sa thèse, où il ne le pensait pas vraiment. Le professeur souffle le chaud et le froid, ce qui empêche Sophie de voir au-delà du masque. Il alterne insultes et moments durant lesquels il est charmant, généreux, mais aussi très attentif à ses besoins. Un prince charmant qui peut se transformer en connard indifférent d'un jour à l'autre. Et c'est pas de l'instabilité. Tout du moins, si, c'en est, mais c'est calculé. Parce que cette alternance crée une dépendance anxieuse chez Sophie. Quand elle se lève, elle ne sait jamais à quelle version de Clayton elle va avoir affaire. Alors elle marche sur des œufs, ajuste son comportement si besoin, et essaie continuellement de mieux faire. Sophie est persuadée que si elle trouve la bonne façon d'être, elle pourra stabiliser quelque chose qui ne peut pas l'être. À ça vient s'ajouter la distance à géométrie variable. Quand il le décide, Clayton ne répond plus aux messages de sa compagne. Il est en retard à leur rendez-vous, et s'il sort beaucoup, il l'invite rarement à le rejoindre. Par contre, il se gêne pas pour lui envoyer des textos tard le soir pour qu'elle vienne le récupérer. Et si elle a le malheur d'hésiter, ça n'est généralement pas sans conséquence. En réalité, c'est Clayton qui décide quand Sophie existe dans leur relation, et dans quelle mesure. Avec le temps, il se montre aussi de plus en plus inventif, pas en bien évidemment. Au départ, Clayton disait à Sophie qu'elle était grosse et stupide. À présent, il lui répète qu'elle est laide parce qu'elle a la mâchoire trop pointue, des yeux trop écartés, ou encore parce que ses seins et son ventre sont repoussants. Mais s'il dit ça d'elle, moi je suis même pas humain à ses yeux. D'ailleurs, c'est pas tout. Il a aussi régulièrement besoin d'être rassuré concernant ses performances sexuelles. Clayton tient à ce que Sophie lui dise qu'il est ou a été le meilleur de ses partenaires à ce niveau. Sauf que, c'est pas le cas. Aïe! Le jour où il se prend cette vérité en plein visage, il devient encore plus désagréable. En plus, de son côté, il se gêne pas pour dire de manière très directe à sa copine qu'elle est moins bien que ses ex. L'homme sait qu'il a trouvé la victime idéale. Et pour cause, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a 9 ans de plus que Sophie. Un écart d'âge qu'on retrouve dans pas mal de ses relations précédentes. Clayton a tendance à sortir avec des filles plus jeunes parce qu'il peut les manipuler plus facilement en général. Sophie a beau être forte, elle n'avait jamais été confrontée à quelqu'un de toxique jusque-là. Résultat, sa solidité et sa confiance en elle sont devenus des points d'entrée sans même qu'elle ne le voie venir. Clayton n'a pas jeté son dévolu sur une femme qui doutait déjà d'elle-même. Il s'en est pris à une personne qu'il a dû convaincre progressivement qu'elle avait tort à son propre sujet. C'est un processus plus long, plus difficile, mais aussi plus efficace. Par chance, en dépit de l'influence que son compagnon exerce déjà sur elle, Sophie ne se laisse pas abattre. D'ailleurs, c'est ce qui va lui permettre de couper l'herbe sous le pied de Clayton. En novembre 2007, elle part en vacances en Australie avec une amie pour aller voir ses frères, installés là-bas. Un voyage duquel sa mère la voit revenir différente et soulagée. Comme quelqu'un peut l'être quand il a pris une décision importante dont les conséquences vont lui être bénéfiques. Depuis plusieurs mois déjà, la relation de Clayton et Sophie est marquée par des ruptures et des réconciliations. Elle est faite de périodes durant lesquelles tout semble s'arranger, avant que tout ne recommence comme avant. Or, parce qu'elle s'est éloignée de Clayton pendant un moment, Sophie parvient maintenant à voir les choses sous un autre angle. Elle a un poste qui l'attend au trésor de Wellington et un appartement à trouver là-bas. En somme, elle a une nouvelle vie à construire, loin de Dundee et de son petit ami. Alors, après avoir passé 5 mois à fournir des efforts en vain pour une personne qui n'en a jamais valu la peine, elle prend la décision de rompre avec Clayton. Définitivement cette fois.
Il considère évidemment que c'est lui qui a mis fin à leur relation. Le journal intime de Sophie raconte autre chose. Elle y écrit que le 27 décembre 2007, elle est allée chez son ex pour déposer un album photo qu'elle lui avait offert avant leur rupture. Elle souhaite vraiment que les choses se terminent aussi agréablement que possible pour eux deux. Mais Clayton n'a pas réellement envie de laisser partir son souffre-douleur. Quand Sophie débarque, il l'invite à s'asseoir et cherche à renouer en lui faisant des avances. Elle reste ferme sur ses positions. Pour elle, c'est vraiment terminé et il n'y aura pas de retour en arrière. C'est là que le masque de Clayton tombe complètement. Il soulève Sophie, la porte dans sa chambre de force, la jette sur le lit et se met à califourchon sur elle. Il écrase ensuite sa gorge avec son bras pendant qu'elle crie et lui couvre la bouche de l'autre main. Le tout en lui disant qu'elle est une putain, qu'elle est moche et que tout ce qu'elle est le dégoûte. Quand elle parvient enfin à se dégager, elle sort de chez Clayton en courant pour regagner sa voiture. Il la suit jusqu'à sa portière, juste pour lui siffler que, quand elle était dans son avion au départ de l'Australie, il espérait qu'il allait se cracher. Ce soir-là, Sophie écrit dans son journal qu'il l'a agressée, et que ce qu'il a dit en la maintenant sur le lit était d'une violence telle qu'elle ne sait pas comment le formuler. Malgré tout, elle décide de ne pas porter plainte. Elle est à moins de 2 semaines de son déménagement à Wellington, donc elle se dit que, de toute façon, elle sera rapidement débarrassée de Clayton. Lancer une procédure judiciaire maintiendrait un lien avec ce malade, ce qu'elle souhaite éviter à tout prix désormais. À partir de là, les choses escaladent dangereusement. Le 7 janvier, Sophie passe à l'université déposer un cadeau à son directeur de mémoire. Pas de chance, Clayton est là. Il l'attire dans son bureau, ferme la porte et l'enlace. C'est exactement ce qu'il a fait la semaine précédente. Sophie panique. Elle le repousse en criant. Alors il la pousse brutalement hors de son bureau. Sur le palier, Clayton la bouscule si fort qu'elle manque de tomber dans l'escalier. Et quand elle se retourne pour lui demander ce qu'il fait, il lui répond qu'il essaie de lui donner sa haine. Le soir même, il téléphone à Charlotte, l'une de ses anciennes petites amies, pour râler au sujet de Sophie. Il passe 45 minutes à parler d'elle en boucle. Il détaille les soi-disant défauts de leur relation, en précisant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a laissé entrer dans sa vie une personne qui a une telle attitude négative. C'est le Roquefort qui dit au camembert « tu pues là ». Et d'ailleurs, Charlotte ne va pas vraiment dans son sens. Au contraire, elle essaie de le calmer. Clayton s'entend répondre que Sophie est jeune et qu'elle a encore des choses à apprendre. Sans surprise, il écoute rien. Ce qui est réellement étonnant par contre, c'est qu'il a osé appeler Charlotte pour se plaindre du comportement d'une autre femme. Parce qu'il se trouve que pendant leurs 4 années de relation, elle a elle aussi été victime de violences de sa part. En 2006, Clayton l'a frappée à coups de pied dans le dos et les côtes, pendant qu'elle était assise par terre. Après ça, il lui a sauté dessus. Elle est parvenue à se réfugier dans la salle de bain et n'a pas porté plainte. Mais celui qui l'a battue, lui, ne s'en est jamais excusé. Une autre fois, il l'a enfermée chez lui et lui a confisqué ses clés de voiture pour l'empêcher de partir. Clayton a clairement tendance à devenir violent quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Et en le larguant, Sophie est entrée directement dans son collimateur. Le 8 janvier, elle discute avec son directeur de mémoire. Malgré les ennuis que Clayton lui cause, elle reste enthousiaste. Elle parle de Wellington et de son futur poste. Puis elle en vient à mentionner son ex. Elle a peur qu'il répande des rumeurs sur elle au Trésor, là où il a déjà travaillé et où il a des contacts. Son directeur de mémoire la rassure tout de suite, en lui disant que ses futurs collègues se feront leur propre opinion. Sauf qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Parce que Sophie n'aura pas la chance d'entamer sa nouvelle vie à Wellington. À la place, son nom va s'inscrire dans l'histoire du pays d'une façon inimaginable. Le matin du 9 janvier 2008, Sophie fait ses valises dans sa chambre à Ravensbourne, une banlieue de Dundee. Elle doit prendre l'avion pour Wellington le jour suivant, dans la matinée. Sa maman, Leslie, est dans la cuisine. Elles ont prévu de rejoindre des amis ensemble pour dîner sur la plage plus tard. Quand la sonnette retentit à 12h30, sur le pas de la porte, c'est Clayton. Il dit à Leslie qu'il vient voir Sophie. Il a quelque chose pour elle, un cadeau d'adieu. La mère de la jeune femme le fait entrer, sans savoir qu'il a caché un couteau dans son sac où il range normalement son ordinateur. Elle ne sait pas non plus qu'il a triplé sa dose de Prozac dans les jours précédents, alors même qu'il n'a plus mangé ni dormi. Sophie descend, en disant à Clayton qu'elle est pressée parce qu'elle a des gens à voir dans l'après-midi. Donc elle lui propose de venir dans sa chambre pour discuter, afin qu'elle puisse continuer à préparer ses affaires en même temps. Ah oui, et le 9 janvier 2008, c'est l'anniversaire de l'homme. Il fête ses 32 ans. C'est peut-être ce qui a encouragé Sophie à être plus conciliante envers lui ce jour-là. Ils montent ensemble, mais 5 minutes après, à 12h35,
Elle redescend dans la cuisine pour dire à Leslie qu'elle ne comprend pas ce que veut Clayton. Depuis qu'il est dans la chambre, il reste juste là, assis, sans rien dire. Loin d'imaginer ce qui est sur le point de se produire, la maman de Sophie l'encourage à retourner à l'étage. Donc elle l'écoute et remonte. Seulement, quelques minutes après, Leslie l'entend crier. Elle grimpe les escaliers en courant, mais trouve la porte de sa chambre fermée à clé. Elle la pousse de toutes ses forces, donnant même des coups de pied dedans. Elle ne parvient pas à l'ouvrir. De l'autre côté de la porte, Leslie entend un bruit rythmique sourd, entre deux cris. Sa première pensée, c'est que Clayton est en train de violer Sophie sur le lit. Elle redescend en courant, attrape un pic à brochette et son téléphone. Elle appelle les secours en remontant les escaliers, puis glisse le pic dans la serrure pour faire sauter le verrou. Quand la porte s'ouvre enfin, les hurlements ont déjà cessé, et la pièce entière semble avoir été repeinte de rouge. Sophie est allongée sur le sol. Clayton est à califourchon sur elle, et il la poignarde encore et encore. Devant l'atrocité de la scène qui s'offre à ses yeux, Leslie pousse un cri. En réponse, l'homme se lève et se déplace simplement pour lui refermer la porte au nez. Quand les policiers arrivent, ils entrent dans la chambre et trouvent Clayton debout, les bras le long du corps, à côté de la dépouille de Sophie. Ils lui demandent alors ce qu'il a fait. Et d'un ton calme et posé, il répond qu'il l'a tuée. Il ne tremble pas, donnant même le prénom, le nom de famille ainsi que la date de naissance complète de sa victime. Il fait ça comme on récite un numéro de téléphone. Quand on lui demande pourquoi il l'a tuée, il évoque la douleur émotionnelle qu'elle lui a causée pendant l'année écoulée. Puis il dit que le sang qui recouvre ses bras, ses jambes et son visage, c'est un peu le mien. Surtout le sien à elle. Le lendemain, le médecin légiste établit que le corps de Sophie présente 216 blessures distinctes. D'abord infligées avec un couteau, puis à l'aide d'une paire de ciseaux en fin d'attaque. 2 des coups portés ont traversé le cœur de la jeune femme, quand d'autres ont sectionné son artère carotide et sa veine jugulaire. Clayton a fondu sur Sophie avec une sauvagerie sans nom. Il ne lui a laissé strictement aucune chance de survie, et il ne semble pas avoir frappé au hasard. Les blessures qu'il a infligées à sa victime sont pour la plupart situées dans les zones qu'il critiquait ouvertement auparavant. Ses yeux, ses seins, son ventre et son visage. Après l'avoir injustement dénigré durant des mois, il a poussé la perversité jusqu'au meurtre. Et plus encore, Clayton a tellement poignardé Sophie que la lame de son couteau n'a pas tenu le choc. Elle s'est brisée. En fait, pour mutiler le corps de sa victime après sa mort, il a attrapé une paire de ciseaux qui traînait. Clayton a coupé ses oreilles, le bout de son nez, un mamelon, ainsi que des parties autour de sa zone génitale. Puis il a taillé des mèches de ses cheveux pour les disposer sur son visage. Comme si massacrer Sophie ne lui avait pas suffi. Il a fallu qu'il la défigure, en mettant le tout en scène. Dire que ce qu'il a fait relève de l'horreur pure et simple n'est pas un abus de langage. Mais alors que tout le monde pensait que Clayton ne pouvait pas tomber plus bas, il y a eu encore bien pire. Le procès de Clayton Weatherstone s'ouvre le 24 juin 2009 au tribunal de Christchurch. Il plaide non coupable de meurtre, mais admet l'homicide. Et sa défense tient en un mot: provocation. L'accusé soutient que c'est Sophie qui l'a attaqué en premier avec les ciseaux, et que c'est parce que leur relation l'a détruit émotionnellement qu'il a perdu le contrôle. Même Pinocchio l'aurait pas tenté celle-là. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une stratégie de défense désespérée. C'est parfaitement valide en Nouvelle-Zélande en 2009. Comme je te le disais au début de la vidéo, la défense de provocation existe dans le droit du pays depuis quasiment 5 siècles. Si un jury l'accepte, le meurtre peut être reclassifié en homicide involontaire, avec une peine réduite de façon drastique. Sauf que pour que ça marche dans le cas de Clayton, il faut qu'il parvienne à transformer Sophie en monstre. Il doit la rendre responsable de ce qui lui est arrivé, la faire passer pour celle qui était vraiment dangereuse. En gros, faire de la victime la véritable menace dans l'affaire de sa propre mort. Alors quand Clayton passe à la barre, il n'hésite pas à dire que Sophie est l'auteur d'une tentative de meurtre. Il décrit leur relation comme un enfer émotionnel, qui l'a poussé à bout malgré lui. 2 psychiatres appelés par la défense lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique, et il présente comme une possible explication de son geste, presque comme si ça devait atténuer sa responsabilité. Après, des experts avaient dit qu'Émile Louis était pas dangereux. C'est dire si l'expertise est aléatoire. Mais l'homme que la Nouvelle-Zélande voit à la barre pendant 5 semaines n'a rien d'un homme qui a conscience de la gravité de ses actes. Clayton est tout bonnement imbuvable. Il se permet de corriger la grammaire des avocats en plein contre-interrogatoire. Il rigole et se prend au jeu comme s'il était en train de soutenir une thèse. Quand le procureur l'accuse de mentir,
Clayton ose lui retourner la question en lui demandant s'il dit lui-même la vérité. Interrogé sur la nature de sa relation avec Sophie, il la compare à orgueil et préjugés, désignant Sophie comme Madame Bennett et lui-même comme Monsieur Darcy. Il ajoute que c'est un roman à l'eau de rose, sur un ton qui tient clairement plus du mépris que de la défense. Quand on lui demande pourquoi il a mutilé le corps de Sophie après sa mort, il répond juste qu'il ne sait pas. Il a l'air persuadé d'avoir réussi à charmer le jury. Et le pays le regarde faire en direct. Les équipes de télévision transmettent certains passages de son témoignage, et la réaction du public est sans appel. Les gens remarquent bien que Clayton se croit au théâtre. Le problème, c'est que sa représentation produit exactement l'inverse de ce qu'il espérait. Les témoins qui défilent à la barre brossent un portrait qui contredit sa version point par point. Ils sont unanimes concernant la relation contrôlante que Clayton avait avec Sophie, ou encore les humiliations répétées qu'il lui faisait subir. Et enfin, les violences physiques qui avaient débuté à peine 12 jours avant qu'il ne la tue. Chaque nouveau témoignage confirme le précédent. Et chaque confirmation rend le baratin de Clayton un peu moins crédible encore. Finalement, quand le jury délibère, il rejette la défense de provocation. Clayton Weatherstone est déclaré coupable de meurtre le 22 juillet 2009. Et la juge le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période incompressible de 18 ans, même si ça ne ramènera pas Sophie. Le jury a dit non à la circonstance atténuante, et son meurtrier a été condamné. C'est une première victoire, mais la loi, elle, va aller plus loin. 5 mois après la condamnation de Clayton, le Parlement néo-zélandais vote. La défense de provocation est supprimée du droit néo-zélandais à 116 voix contre 5. C'est pas une décision prise à chaud. À ce moment-là, les juristes débattent déjà au sujet de cette réforme depuis plus de 10 ans. Ce qui a rendu l'inaction politiquement impossible, ce sont les images du procès pour meurtre de Clayton. Un tueur qui accuse ouvertement la femme qu'il a massacrée et mutilée post-mortem de l'avoir provoquée. Le tout retransmis en direct à la télévision sur des chaînes nationales. Le ministre de la Justice introduit le projet de réforme de la loi en août 2009, en la qualifiant de droit défaillant qui récompensait le manque de contrôle. En janvier 2026, Clayton Weatherstone comparaît devant la commission des libérations conditionnelles pour la première fois, 18 ans après les faits. Il entre dans la salle en se disant honteux et plein de remords. Il reconnaît que sa défense au procès était complètement fausse et qu'il regrette d'avoir déplacé la responsabilité de ses actes sur Sophie. Quand on lui repose la question pourquoi il l'a poignardée 216 fois puis mutilée, il répond qu'il projetait sa rage et sa frustration sur elle, comme une façon viscérale et brutale d'effacer quelqu'un qu'il percevait comme l'ayant blessé de toutes les façons possibles. Un membre de la commission note qu'il décrit tout ça avec une sérénité inhabituelle. Clayton répond qu'il a appris à réguler ses émotions. Et quelques instants après, il soulève ses lunettes pour s'essuyer les yeux quand on lui tend une boîte de mouchoirs. Mais ces pleurnicheries ne prennent pas vraiment. Ce sont à présent 3 rapports psychiatriques qui le décrivent comme présentant un trouble sévère de la personnalité narcissique. Le risque de récidive dans le cadre d'une relation intime est élevé, c'est établi. En plus, Gilles Elliott, le père de Sophie, a comparu devant la commission la veille pour lui soumettre un argument précis. Il a rappelé le cas de Paul Wilson, un détenu libéré sous condition qui a tué à nouveau après sa sortie. Et il a demandé à ce que la dangerosité représentée par un narcissique en liberté soit mesurée. Gilles a précisé qu'il ne croyait absolument pas au regret de Clayton, parce qu'il est capable d'inventer n'importe quoi. La commission l'a visiblement entendu. Elle refuse au meurtrier la libération conditionnelle, qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé. Sa prochaine audience se tiendra en novembre 2027. L'université d'Otago n'a toujours pas interdit les relations entre enseignants et étudiants, malgré une demande publique formulée par Gilles en 2022. En 2026, les médias présentent toujours Sophie comme la petite amie de Clayton, effaçant volontairement le fait qu'avant toute chose, il a été son professeur. Ce rapport de pouvoir n'a jamais vraiment été examiné comme un facteur à part entière de ce qui s'est passé. Pourtant, ça a certainement joué. Sophie voulait aller à Wellington. Elle n'y est jamais arrivée. Mais la Nouvelle-Zélande, elle, est allée un peu plus loin grâce à son histoire. D'ailleurs, au niveau des pays qui font n'importe quoi avec la loi, je t'avais raconté l'affaire Daniela Pérez sur cette chaîne. Et le Brésil avait bien merdé aussi. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite. Bye.